François Bayrou qui est en passe de réussir son pari, a doté enfin la France d'un budget, maintenant que le RN et surtout le PS, le Parti Socialiste, ont affirmé ne pas vouloir la censure du gouvernement après l'adoption du budget par 49.3. Réponse évidemment cet après-midi à l'Assemblée nationale. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE et économiste. François Bayrou réussit donc là où Michel Barnier a échoué. Mais à quel prix ? À quel prix ? Au prix d'abord d'une séquence politique qui n'est pas très présentable et qui ne donne pas le sentiment d'une grande solidité, au prix de ne pas aussi aborder tout un tas de sujets de fond, au prix de faire un budget qui est difficile à lire. Voilà, donc, et au prix d'une séquence qui aura généré de l'incertitude et beaucoup de frustration. Donc, il a fallu faire beaucoup de concessions, notamment au Parti Socialiste, mais pour finalement, avec une facture, certains ont dit que c'est une facture en milliards pour avoir finalement l'assentiment ou la non-censure de la gauche, enfin de la gauche, du Parti Socialiste. Oui, enfin, il y a plein de lectures possibles. On peut très bien lire la chose aussi en disant qu'en fait le Parti Socialiste a surtout obtenu des concessions de façade, que globalement... Lesquelles alors, d'ailleurs, si on vient dessus? Bon, des concessions de façade sur quelques éléments comme... Bah, c'est à vous de me dire. Hein. Moi, j'ai des idées, mais bon, je vais répondre à sa place s'il le faut. Hein. Allez-y. Mais... Non, mais je pense que sur le déremboursement, le non-déremboursement par exemple, des médicaments... excusez-moi, le déremboursement des médicaments, effectivement. Non-déremboursement des médicaments, pour le coup, l'électricité, les factures d'électricité... Oui, tout ça sont des choses très marginales, en fait. Sur la réindexation des pensions de retraite... Et il faut bosser un peu les sujets. La réindexation des pensions de retraite, c'était déjà acquis avec Michel Barnier. Ouais, donc c'est pas vraiment une nouvelle concession. Et les nouvelles concessions qu'a obtenues le Parti Socialiste... Des postes dans l'éducation nationale qui devaient supprimer, qui le font pas. Elles sont assez maigres, elles existent, mais elles sont assez maigres. Et du coup, le Parti Socialiste a eu un peu de mal à pouvoir justifier qu'il avait obtenu des concessions. Après, le budget, il est quand même plutôt restrictif, puisqu'il conduit à une réduction du déficit qui est assez nette. Vous y croyez d'ailleurs? On est autour de 6% de déficit public en 2024. Le gouvernement nous dit avec ce budget, on sera à 5,4. D'ailleurs, Bercy a calculé que c'était 5,449. C'est rigolo quand même, donc 5,45. On y sera ou pas en fin d'année à 5,45 de déficit budgétaire? À 0,1 point de PIB près, sans doute. Peut-être à 0,2 point de PIB près. En tout cas, il y a un certain nombre de mesures, effectivement, d'économie de dépenses qui sont assez fortes. La dépense en milliards d'euros, elle augmente de 2,2%. La dépense augmente de 2,2%. De 2,2%, pour une augmentation du PIB en valeur qui sera plus importante que ça. Donc à 45 milliards d'euros, c'est ça je crois le chiffre de hausse de la dépense publique sur 2025. Oui, moi j'ai en tête 37 milliards d'euros. Ou peut-être 37, pardon, voilà, autour de 40. 37 milliards d'euros. Donc à ceux qui hurlent que c'est un budget austéritaire. Ça représente en fait une baisse des dépenses publiques dans le PIB. Pas dans l'absolu, mais dans le PIB. Pas dans l'absolu, mais dans le PIB. Le PIB va augmenter en valeur au cours de l'année 2025, en tout cas selon les prévisions, autour de 3%, un peu plus de 3%. Comment on arrive à 3? Moi j'ai 1,5 d'inflation et j'ai 0,7 de croissance. Alors, le 1,5 d'inflation, c'est le 1,5 de prix à la consommation. Ce qu'il faut regarder, c'est plutôt le déflateur du PIB, qui sera un peu supérieur, parce que les prix de l'énergie vont jouer négativement sur le déflateur de la consommation. Mais par contre, ça ne va pas jouer sur le déflateur du PIB. Donc, croissance, on va mouiller un peu en dessous de 3%. Donc, on va être entre 1,5 et 2%. Avec la hausse des prix. Et avec plus hausse des prix. Entre 0,7 et 1 point de croissance en volume, on sera autour de un peu en dessous de 3%, avec des dépenses qui augmentent de 2,2 en valeur. Le PIB croît plus vite. Croît un peu plus vite, et donc aura un petit effet de baisse des dépenses publiques dans le PIB. De l'ordre de quelques dixièmes de points, 0,3, 0,4 points de baisse des dépenses publiques dans le PIB. Il y a eu cette promesse qui a été faite par François Bayrou d'avoir un effort budgétaire de 50 milliards, dont 20 milliards de hausse d'impôts et 30 milliards d'euros d'économies. Est-ce que cette promesse a été tenue? J'ai l'impression que pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. En tout cas, dans l'équilibre entre... alors d'abord, dans le chiffre global, on est plutôt à un budget qui va aboutir à un effort budgétaire de l'ordre de 0,7 points de PIB. Donc c'est pas du tout 50 milliards là. On n'est pas du tout à 50 milliards. Alors ça dépend un petit peu si on compte les 50 milliards
par rapport à constance des dépenses et des prélèvements dans le PIB, ou évolution spontanée des dépenses. Là, on a largué tout le monde, là. Oui, alors... Ceux qui nous regardent se disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent, là? C'est ça. Alors ça, c'est un peu le problème de la présentation qui a été faite, c'est que... Non, moi, on me dit, on a introduit ce nouveau concept. N'importe quel Français, on me dit, il y a 50 milliards d'euros d'efforts budgétaires, vous me dites 0,7 points. 0,7 points, ça fait 25 milliards, 25 milliards maximum, oui. Donc l'effort, en fait, est moitié moindre que ce qui a été annoncé au global, oui. Dont la plus grosse partie est constituée de hausses d'impôts. Alors, quand on regarde par rapport à ces 0,7 points, la plupart de ces 0,7 points viennent des hausses d'impôts. Voilà. Et ce qu'en fait, du tout non plus ce qu'on nous a dit. Hein. Non, mais parce qu'en fait, la présentation qui en a été faite, c'est de dire, si on ne fait rien, les dépenses publiques augmentent spontanément très fortement. Ouais. C'est vrai, ça? C'est vrai, oui et non. Les dépenses publiques, elles augmentent si on met des budgets pour les augmenter. Or, il n'y a pas eu de budget pour les augmenter, donc c'est pas tout à fait vrai de ce point de vue-là. Cette hausse spontanée, elle est si on mettait pas de budget et qu'on laissait faire. Mais là, c'est une notion qui n'a pas beaucoup de sens, en fait. Le rapporteur du budget calculait que la pression fiscale augmente de 27 milliards d'euros. Donc c'est pas 20 milliards de hausse d'impôts, c'est 27 milliards. Alors là aussi, c'est là je me dis, mais, mais qui paye l'addition? C'est 27 milliards, parce qu'on voit bien, il y a les 8 milliards de recettes fiscales sur les d'IS, d'impôts sur les sociétés, sur les grandes entreprises. Et le reste, il vient d'où? Il vient des différentes taxes. Vous avez évoqué tout à l'heure, par exemple, la question de la taxe sur l'électricité. Oui. Donc, il y a qui n'empêchera pas, qui n'a pas empêché les prix de baisser de 15% au 1er février. Non, parce que les prix de gros baissent, mais il y a quand même le rétablissement d'une taxe sur l'électricité. Il y a la question de savoir comment on compte l'évolution de l'impôt sur le revenu. Donc, vous savez qu'il a été indexé en valeur sur l'indice des prix, les barèmes. Mais en fait, on pourrait très bien vouloir indexer les barèmes sur la hausse des revenus en valeur, de façon à pouvoir maintenir un taux d'impôt sur le revenu constant. Or là, pour tous ceux qui auront des revenus qui vont augmenter plus vite que l'inflation, et il y en a, pour tout cela, en fait, la pression fiscale, l'impôt sur le revenu, va, en pourcentage de leur revenu, augmenter. Au global, qui paye l'addition sur ces 27 milliards d'euros de hausse de fiscalité? Il y a une bonne partie des entreprises, à travers la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les bénéfices. Oui, 8 milliards. À travers aussi l'ajustement sur les baisses de cotisations sociales, les allègements de cotisations sociales. Je crois. Voilà, et puis le reste va être... la contribution venir. Différentielle sur les hauts revenus aussi, voilà, 2 milliards d'euros. Ça va plutôt venir des ménages. En l'occurrence, pour la contribution différentielle, si elle rapporte 2 milliards d'euros, effectivement... Vous avez un doute? Oui. Il a un doute? J'ai un doute sur le fait que ça puisse rapporter 2 milliards d'euros. Pourquoi? Parce que c'est un... mal leur calcul à Bercy? C'est un dispositif... C'est un dispositif assez complexe parce qu'en fait, vous regardez des gens qui ont des revenus fiscaux très élevés, qui ont des taux d'imposition plutôt faibles, donc ils recourent à un certain nombre de techniques d'optimisation fiscale, mais qui sont dans le cadre de la loi. Exactement. Et là, dire je vais mettre en place un dispositif qui va permettre de les taxer à 20%, en fait, voilà, ça peut entrer en contradiction avec d'autres dispositifs. Et donc ? Par exemple, le dispositif qui dit que votre imposition totale ne peut pas être supérieure à 75% de vos revenus, quand on inclut non seulement l'impôt sur le revenu, mais tous les autres impôts que vous payez. Et donc, dans ce cas-là, le rendement, il ne sera pas là. Et les 2 milliards resteront lettre morte. Ouais. Sur les dépenses, elles ne baisseraient que selon le rapporteur du budget, que de 3 milliards d'euros. Loin des 30 milliards, il y a un zéro qui est parti, qu'on a perdu en route là. Les dépenses baisseraient de 30 milliards d'euros. Il aurait dû avoir 30 milliards d'euros d'économies sur la dépense publique, c'est ce qui est annoncé. Le rapporteur du budget dit non, on est à 3 milliards, pas à 30. Alors, oui, dans ce débat, il y a quand même beaucoup de quelle est la référence par rapport à laquelle, encore une fois... Il y a un rapport de 1 à 10, quelle que soit la référence. Il y a un rapport de 1 à 10 parce que, en fait, si vous regardez par rapport à l'évolution, les dépenses restent constantes dans le PIB, vous obtenez très peu. Et si vous regardez par rapport, elles auraient fortement augmenté en l'absence de budget, elles augmentent beaucoup. Alors, c'est comme ça que vous passez de pas beaucoup d'économies de dépenses à beaucoup. Est-ce que c'est vrai que le seul périmètre qui fait des économies, c'est le périmètre de l'État, avec 10 milliards d'euros de baisse de crédit, et qu'ailleurs, sécurité sociale, collectivité, ça augmente? C'est vrai ou pas ça? Il y a une importante économie qui va être réalisée sur les collectivités territoriales. Et dans le budget de la sécurité sociale, l'indexation des retraites va effectivement empêcher d'avoir une économie forte de dépenses. Il y a toujours une incertitude sur les dépenses de santé. Donc oui, on peut dire ça, mais
cette décomposition entre dépenses et recettes est parfois un peu fictive. Il y a quand même des recettes qui vont augmenter de l'autre côté, et donc qui, de ce point de vue-là, vont aussi contribuer à la réduction du déficit. En substance, en synthèse, parce qu'il faut qu'on se quitte déjà, ce budget 2025, maintenant qu'il est passé, enfin on le saura cet après-midi, on se dit qu'il est quoi? Il est bon pour les Français, pour l'activité économique, pour les entreprises. C'est mieux ça que de ne pas avoir de budget du tout. On se dit que ce sera mieux éventuellement en 2026. On se dit que il est mauvais par rapport à celui de Barnier. On se dit quoi? Alors, d'abord, au service des Français et de l'activité économique de la France. Ça a été une période politique très compliquée, très agitée, et c'est plutôt bien qu'on sorte de cette période avec un budget. Le scénario dans lequel on n'aurait pas eu de budget, on aurait eu une nouvelle censure sur le gouvernement, qui est assez improbable, même si cet après-midi, il y a un vote important. Vous avez dit pareil au moment de la première censure, que ce serait le chaos, oui. Que les cartes vitales, il n'y aurait plus de paiement sur les cartes vitales, etc. Il ne s'est rien passé de tout ça. Hein. Non, ce n'est pas un problème de chaos lié à l'arrêt des opérations de l'État, mais c'est le fait que on a quand même besoin d'un budget pour faire fonctionner l'année. Je vous rappelle que la loi spéciale, elle prolonge des budgets, mais elle ne dit pas comment on fait pour arriver à les boucler. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on finit par aboutir, administration par administration, à une impasse où on ne sait pas comment faire. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un budget. Et puis, on a quand même aussi besoin de dire au reste du monde, à nos partenaires européens, que oui, c'est-à-dire que même quand c'est politiquement compliqué, on a une procédure budgétaire qui aboutit à quelque chose et qu'on n'est pas dans un psychodrame où on se retrouve à devoir gérer dans l'urgence un certain nombre de situations. Voilà. Et on l'a vu, effet sur les marchés taux d'intérêt, la dette française, le taux d'intérêt à 10 ans est redescendu à 3,20. Voilà. Un peu calmé. Ça s'est un peu calmé, je ne sais pas si c'est directement lié à ça, mais c'est quand même important. Vous voyez, qu'on connaisse une situation politique complexe, on n'est ni le premier ni le dernier pays à être dans cette situation, mais par contre la solidité des institutions, c'est d'être capable, dans cette complexité politique, d'arriver malgré tout à pouvoir avoir un certain nombre d'éléments qui fonctionnent. Après, non, ce ne sera jamais le chaos absolu avec tout qui s'arrête, les cartes vitales qui ne répondent plus, parce que ça c'est une espèce de projection un peu naïve, mais il ne faut pas non plus sous-estimer les éléments pénalisants que ça pourrait avoir de ne pas avoir de budget. Donc déjà, ça c'est une première chose. Bon. Un budget avec 90% de hausse d'impôts et 10% d'économie, si on devait résumer quand même. Oui, mais après, c'est un budget dans lequel on a voulu réduire rapidement le déficit, et on sait que pour réduire rapidement le déficit, surtout quand on est dans une position politique complexe, en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre que ces petits coups de rabot qui sont donnés sur la dépense, qui va quand même se réduire, puisque en point de PIB, elle va quand même se réduire, et des augmentations d'impôts. Donc si on voulait arriver à une réduction du déficit, il n'y avait pas d'autre solution. Mais ça, c'est la critique qu'on peut faire globalement à ce budget, c'est qu'il n'est pas très lisible, il n'y a pas de stratégie, on ne voit pas très bien où ça va conduire. Alors on peut se dire, le projet de loi de finances 2025, enfin 2026 à la fin de l'année sera mieux que celui-là. Maintenant, on n'est pas sorti de cette impasse politique, et donc on voit mal comment les conditions qui ne sont pas arrivées à négocier un budget... elles seront toujours là dans 6 mois. Hein. Elles se seront levées à la fin de l'année, donc on risque d'être un peu dans cette situation où on a des budgets qui sont en fait très court-termistes. Et qui bricolent, qui rabotent, qui augmentent un peu des impôts ici, un peu des impôts là. Sans se projeter, sans préparer l'avenir. Sans se projeter, sans préparer l'avenir, sans parler de justice fiscale, sans parler de qu'est-ce qui est essentiel, de consentement à l'impôt. Et au contraire, on est en train d'éliter un tout petit peu notre consensus social autour de ces questions. Et ça, c'est pas très positif, c'est pas très bon. Et c'est pas non plus un message très, très positif à envoyer à nos partenaires et au reste du monde. Allez, merci beaucoup. Explication, décryptage signé Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.